Allez, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant du programme de culture générale, la fameuse frontière entre l'humain et l'animal. Oubliez les idées toutes faites et les lignes bien droites. On va plonger ensemble dans une zone de flou, une zone complexe, mais qui est vraiment la clé pour réussir l'épreuve de synthèse. On commence direct avec la grande question, celle qui est au fond de tout, qui a occupé les esprits des plus grands penseurs depuis des siècles. Elle a l'air toute simple comme ça, mais en réalité c'est le cœur du problème. Et c'est de là que toute la réflexion doit partir. Pendant longtemps, on a cru que les réponses étaient évidentes. On disait, c'est la raison, le langage, la culture, la conscience. On avait construit une sorte de forteresse pour définir ce qui nous rendait humains. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, cette forteresse, elle est en train de vaciller. Chacun de ces murs, chacun de ces critères est remis en cause. Et c'est justement cette contestation qui nous intéresse. Alors, pour bien comprendre cette remise en question, on va prendre un premier exemple super parlant, le roman Les animaux dénaturés de Vercors. Et là, attention, la question quitte le terrain de la philosophie pure pour atterrir dans le monde très concret du droit et de la société. Ce roman, en fait, c'est un peu le procès de la définition de l'homme. L'image de la balance est parfaite pour ça. D'un côté, on pèse les arguments biologiques et de l'autre, on met les intérêts économiques. Vercors nous pose une question qui dérange. Est-ce que notre humanité, c'est quelque chose de naturel, d'inné, ou est-ce que c'est juste une étiquette qu'on se colle en fonction de ce qui nous arrange ? L'histoire, pour résumer, c'est ça. Des explorateurs découvrent une tribu, les Tropis, qui sont à mi-chemin entre le singe et l'homme. Et tout de suite, la question qui se pose, elle n'est pas philosophique, elle est très pragmatique. Est-ce qu'on a le droit de les faire bosser comme des bêtes de somme ? Pour trancher, il faut savoir s'ils sont humains ou animaux. Et d'un coup, on voit bien que la question n'est plus seulement biologique, elle devient une question de droit, de société, de ce qu'on décide d'accepter comme humain. Et là, la conclusion de Vercors est juste vertigineuse. La frontière entre l'homme et l'animal, ce n'est pas un fait scientifique objectif. C'est une ligne qu'on trace nous-mêmes, et souvent pour notre propre bénéfice. En décidant que l'autre est un animal, on s'autorise à le dominer. C'est un argument extrêmement puissant à utiliser dans une synthèse. Ok, on a vu le droit. Maintenant, changement de décor complet. On part dans la mythologie avec Ovide et ses métamorphoses. Et là, la frontière n'est plus une ligne juridique bien nette, elle devient floue, poreuse. Et on va voir que le monstre peut parfois se révéler bien plus humain que l'homme lui-même. L'imaginaire de l'Antiquité, il est rempli de ces créatures mi-hommes, mi-bêtes, les centaures, les satyres, les sirènes. Mais attention, ce ne sont pas que des monstres. Ils sont là pour nous rappeler que, peut-être, l'humanité et l'animalité ne sont pas deux mondes séparés, mais plutôt deux forces qui peuvent se mélanger, coexister. Cette frontière, elle a toujours été un lieu de fascination. Prenez l'exemple du centaure Scyllare chez Ovide. Sur le papier, c'est un monstre, une créature bestiale. Et pourtant, Ovide nous le décrit comme quelqu'un de noble, de beau, de sensible. Il est tellement amoureux de sa compagne que quand elle meurt, il se suicide. Ce monstre est capable de loyauté, d'amour, de sacrifice. Des qualités qu'on considère comme le summum de l'humain. C'est un paradoxe complet. Et c'est ça la grande leçon d'Ovide. L'humanité, ce n'est pas une caractéristique gravée dans le marbre. C'est quelque chose de fluide, d'instable. Les hommes peuvent devenir des animaux, mais parfois, c'est dans l'animalité qu'on trouve une humanité encore plus forte. L'identité n'est jamais figée. Bien, on a vu le droit, le mythe, il nous manque une troisième pièce au puzzle, une perspective plus philosophique et très très actuelle, celle de Hans Jonas. Pour lui, c'est notre puissance technologique qui a complètement redessiné la frontière entre nous et les animaux. L'idée centrale de Jonas, elle est assez simple mais très forte. Pour la toute première fois dans l'histoire, l'humanité a le pouvoir de tout détruire, toute la vie sur Terre. Et ce pouvoir immense, il crée un devoir complètement nouveau. Notre relation aux animaux, ce n'est plus seulement une relation de domination, ça devient une relation de responsabilité. Cette nouvelle frontière, cette responsabilité, elle se joue sur 3 niveaux. D'abord, un niveau éthique, on a une obligation de protéger le vivant, pour les autres espèces et pour les générations futures. Ensuite, c'est politique, la survie des espèces dépend de nos choix en tant que société. Et enfin, c'est écologique, on réalise que notre propre survie est complètement liée à la santé de la planète entière. Parfait. On a maintenant nos 3 éclairages, le juridique avec Vercors, le mythologique avec Ovide et l'éthique avec Jonas. Maintenant, il est temps de rassembler tout ça, de voir comment ces 3 visions nous forcent, au final, à redéfinir ce que c'est que d'être humain. Ce qu'on voit se dessiner, c'est un vrai changement de perspective. On passe d'une vision verticale, d'une sorte de pyramide avec l'homme tout en haut, à une vision beaucoup plus horizontale. On ne pense plus en termes de hiérarchie, mais de continuité, d'interdépendance.
On réalise qu'on partage la même fragilité. En gros, la pyramide est devenue un réseau. Et la conclusion de tout ça, elle est simple, mais elle est essentielle. Se poser des questions sur l'animal, sur la frontière, ce n'est jamais juste parler des animaux. C'est toujours, en fin de compte, se regarder dans un miroir. Chaque fois qu'on essaye de définir l'animalité, on est en train de redéfinir ce que c'est que d'être humain. Voilà, toute cette matière, c'est ce qu'il faut mobiliser. Pour la synthèse, le but n'est pas de choisir un camp, de dire Vercors a raison ou Ovide a tort. Non, le travail, c'est de montrer comment ces trois approches, littéraires, mythologiques, philosophiques, se répondent, se complètent pour éclairer la complexité de cette fameuse frontière. Il faut les faire dialoguer. La question finale à garder en tête et qui doit vraiment structurer le devoir, c'est celle-ci. De quelle manière Vercors, Ovide et Jonas redéfinissent-ils, chacun à sa façon, cette frontière ? L'un nous montre qu'elle est arbitraire, l'autre qu'elle est poétique, et le dernier qu'elle nous rend responsables. Si vous répondez à ça, vous tenez le cœur de votre synthèse.